All rise. Oui, vous levez. Please be seated. Monsieur le juge, pour ce qui est de Hadjic et de Badja, ainsi que des relations de Stanisic avec eux pendant la période pertinente, nous n'avons pas le temps de réfuter des affirmations manifestement erronées de l'accusation concernant ces relations. On fait référence aux paragraphes 461 à 463, 498, 499 de notre mémoire. Il va de soi que, mis à côté de la ligne militaire, que pour ce qui est de la thèse de l'accusation, et nous avons parlé, cela a été indiqué hier à la page du compte rendu 59, c'est que Bogunovic, ministre de l'Intérieur de la SBSO, a dit que Stanisic était un lien entre Belgrade et Badja Arkan dans la SBSO. Mais cela se fonde sur les conversations avec Hadjic sur les oui-dire. Oui, il s'agit des moyens de preuve par oui-dire. Et il n'y a pas de moyens de preuve, pas vraiment, concernant les actes et la conduite ou la mens rea. Donc, pour ce qui est de Bogdanovic, l'accusation fait également des allégations non étayées concernant la relation de Stanisic avec Bogdanovic, selon lesquelles il a travaillé en étroite collaboration avec Stanisic pour armer les Serbes de la Krajina et de la SBSO. Fin de citation. Pour ce qui est de la diapositive 15, qu'il ne faut pas diffuser en public, cette allégation est basée sur les témoignages de 3 témoins manifestement peu fiables, RFJ 066, dont nous avons évoqué le faux témoignage, RFJ 113, dont nous discutons le témoignage au paragraphe 553 à 556 de notre mémoire, et Babic, qui a déclaré Stanisic était présent à une réunion avec Milosevic et Bogdanovic dans le cadre de l'achat d'armes. Cela ne prouve pas, bien sûr, que Stanisic ait participé à l'organisation et à la fourniture d'armes. En fait, Babic a convenu que, ainsi que les moyens de preuve dans cette affaire montrent clairement que c'était Kertész qui était celui qui organisait l'approvisionnement en armes à partir des entrepôts de la Teo en Serbie. Puisque l'accusation refuse d'appliquer la charge de la preuve et le secrétaire concernant la présence des opérations de l'ADB telles que Stanisic à cette réunion avec son supérieur, ce n'est pas le moyen de preuve de sa participation, c'est la preuve de sa fonction du renseignement et rien de plus. Au paragraphe 70 du mémoire en clôture de l'accusation pour ce qui est de Kertész, il donc procède de la même façon, c'est-à-dire ils disent que Kertész, je cite, avait des liens étroits avec Stanisic et qu'il a collaboré étroitement avec Stanisic pour armer et financer les membres de l'entreprise criminelle commune à Croatie. Donc, pour faire cette allégation, l'accusation a choisi de s'appuyer sur les moyens de preuve qui sont soit ne sont pas pertinents ou ne sont pas applicables. Mis à part RFJ 066 et Babic, l'accusation s'est appuyée sur le témoignage de RFJ 140 et RFJ 184. Ils ont tous les deux souligné que Kertész avait des liens importants avec Milosevic, puisqu'il était son émissaire, son envoyé spécial dans la SBSO, mais ils n'ont pas
parler de connaissances, d'informations concernant la relation de Kertész avec Stanisic, et non pas non plus de ses liens étroits avec lui, et non plus de liens pour réaliser l'objectif criminel commun. Pour ce qui est donc de la cérémonie de remise de prix à Kula, P00256, et pour ce qui est du fait que Stanisic appelait Kertész notre ami et camarade, c'est donc ce ne sont pas les moyens de preuve des actes de la conduite et de la mensra de Stanisic. L'accusation donc n'a pas montré une réelle association avec les membres importants de la SSC en Croatie. Donc, leur thèse s'appuie sur des assertions analytiques. Et c'est pour cela que l'accusation n'a pas appliqué le critère d'utilisation des auteurs principaux. C'est pour cela qu'ils n'en parlent pas de l'objectif criminel commun. Ils savent que même pour ce qui est de l'association, ils n'ont pas suffisamment de moyens de preuve. Maintenant, nous tournons à Arkan. L'accusation allègue, pour ce qui est de la relation entre Stanisic et Arkan, que, en fait, ce sont des ouï-dire. Nous n'avons pas le temps de se pencher sur les diverses distorsions et omissions dans les observations de l'accusation. Mais les moyens de preuve établissent que Stanisic n'a pas effectué le contrôle général sur Arkan ou sur son unité, n'a pas facilité l'approvisionnement en armes d'Arkan. C'est absurde. Donc il suffit de dire que chaque élément de preuve, à partir de P00486, page 1 d'un rapport militaire, les affirmations incohérentes et peu fiables du témoin RFJ 140, telles que relatées à l'annexe 19 de notre mémoire, les déclarations des témoins Borislav Bogunovic, RFJ 153 et RFJ 111, ont été mal lues ou ont été lues de façon sélective. Nous n'avons pas le temps d'aborder donc la pratique du... Nous citons un exemple, et c'est au paragraphe 622 de leur mémoire en clôture. Au lieu d'impliquer Stanisic dans les crimes d'Arkan à Banja Luka 1995, il cite les carnets de Mladic. Bien sûr, pour ce qui est de carnets de Mladic, il faut approcher cela avec prudence. Pourtant, contrairement à leurs allégations, Mladic n'a pas enregistré les propos de Stanisic comme s'il avait dit, je cite, Arkan s'est incrusté là-bas, nous avons envoyé 400 personnes là-bas et j'ai été informé de ce qui s'est passé à Sanskimos et à Novigrad. Fin de citation. Et maintenant, pour ce qui est de la diapositive 16, Stanisic a dit réellement, je cite, il n'y avait pas de commandement là-bas, il y avait des conflits politiques, des villes sont tombées, Arkan s'est incrusté là-bas. Fin de citation. Donc, il n'y a pas de moyen de preuve qui corrobore cela. Donc, au lieu de désavouer et condamner Arkan en tant que problème majeur par rapport aux problèmes politiques et des villes qui tombaient, ils ont allégué que Stanisic donc, a utilisé Arkan. Hier, l'accusation a fait la même chose pour ce qui est du témoignage d'un témoin de la défense RJS 02 et 04. Ils ont allégué que l'ADB avait l'autorisation institutionnelle d'arrêter Arkan dans le cadre de l'opération Thompson. Donc ce n'est pas la thèse dans cette affaire, mais l'accusation s'appuie sur cela. Dans la diapositive 17, on peut voir, il ne faut pas la diffuser en public, que le témoin n'a pas dit cela. Le 27 juillet 2019, RJS 02 a dit qu'il y avait une politique selon laquelle il n'était pas permis de prendre de mesures contre Arkan puisqu'il avait des liens avec le service de la sécurité publique du MUP. Le témoin a confirmé, et je cite,
que le service de la sûreté de l'État n'était pas autorisé à s'occuper des activités d'Arkane sur les champs de bataille. Fin de citation. De plus, le témoin RJS 04 a dit dans son témoignage qu'Arkane était surveillé pendant 1991 et 1995 en tant que, je cite, personne d'un intérêt pour la sécurité extraordinaire. Fin de citation. Il n'y avait pas de mesures prises contre Arkane jusqu'à la mi-1991, puisque, selon le point de vue général, il était impossible de le faire vu ses connexions politiques avec la DB fédérale, avec le MUP, avec les militaires haut placés, avec le ministre de l'Intérieur, Bogdanovic. Nous dirons que, selon le sens commun, c'était vrai et que l'accusation a ignoré les moyens de preuve qui corroborent ce point de vue. Pour ce qui est des allégations concernant les autorisations de la DB concernant donc le fait qu'Arkane franchissait les frontières contrôlées par la JNA et par le MUP, ainsi que les associations de Badja avec Arkane, ne sont pas les moyens de preuve qui pèsent sur Stanisic. Arkane, donc avec pour supérieur Badja, essaie de montrer, mais ce n'était pas le cas de Stanisic. Il n'est pas difficile de faire montrer quelle était l'autorité de Badja sur Arkane, mais ce n'est pas le cas de Stanisic. Il s'agit de l'approche de copier-coller pour ce qui est des moyens de preuve. Dans le rapport de la DP de 1992, la diapositive 18 qu'il ne faut pas diffuser en public, nous pouvons voir qu'Arkane s'est approché de Badja pour lui demander à l'aider pour faire de la contrebande à travers les frontières. Et à la diapositive 18, on peut voir ce que Stanisic pensait de tels arrangements. Donc, le témoin RJS 04 a confirmé cela dans la même diapositive, dans une partie tout à fait spontanée de son témoignage. Il a dit que personne ne savait que cela arrivait en 1993 et Arkane s'est approché de Badja encore une fois pour demander la libération pour demander le déblocage de l'argent de Vuk Drašković qui avait été confisqué par la DB. Et Badja lui offre d'introduire Arkane à Stanisic. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une pause ici. Je vais réitérer. Badja a offert à Arkane de le présenter à Stanisic en 1993. Jusqu'à ce moment-là, ils ne sont jamais vus et ils ne sont jamais parlé. Arkane a répliqué, je cite, « Si cela dépendrait de Jovica, alors il n'y aurait rien de cela. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela nous dit concernant la thèse de l'accusation? Pour ce qui est des associés de la DB, Kojic, Kostic, ainsi que d'autres, l'accusation a adopté une approche similaire, c'est-à-dire ils n'ont analysé que des jurés, des contacts, ils ont mal interprété les moyens de preuve. Cela, on peut voir dans la diapositive 19 et dans notre mémoire au paragraphe 419. Nielsen a expliqué parfaitement la raison et la fin légitime d'utiliser une double casquette. Donc il n'y a aucune agence du renseignement dans le monde qui n'utilise pas d'agents opérationnels et d'autres pour renseigner, pour accueillir des renseignements concernant la guerre qui menace un État. Et beaucoup de témoins ont confirmé cela, mais cela n'était pas le cas de Kostic et de Kojic, Monsieur le Président. Il ne faut pas que les notes de bas de page gonflées vous induisent en erreur concernant ces questions. L'accusation s'appuie principalement à RFJ 113 et Babic, comme nous l'avons déjà expliqué en détail dans notre mémoire. Il ne s'agit pas de témoins fiables. Ils sont incohérents dans leur témoignage et si les allégations les plus importantes s'appuient sur les témoignages de ces témoins, alors il faut les prendre avec prudence. D'abord, l'accusation, dans le paragraphe 98 de leur mémoire, a dit, je cite, Stanisic exerçait une autorité sur Kojic et sur Kostic de la même façon que sur tous les autres membres de la DB de la Serbie. Et cela est parlant. C'est parce que pour l'accusation,
la relation de juré suffit. Mais, comme vous le savez, messieurs les juges, les dossiers personnels de Kostic et de Kojic, les pages pertinentes qui décrivent les activités pendant la période pendant laquelle ils étaient employés de l'ADB, ainsi que l'entretien de Kojic à la police de 1998, où il a dit qu'il était dans l'ADB à la fin des opérations militaires dans la SBSO, ne satisfont pas aux critères concernant l'utilisation des auteurs principaux de l'ECC. Et il n'a pas été contre-interrogé concernant cet entretien à la police. Kojic donc semble ne pas avoir été sous l'autorité de Stanisic jusqu'à pendant la période et après la période pendant laquelle la plupart des crimes ont été commis. L'accusation ne s'appuie pas non plus sur le témoignage de RJS 12 du 1er octobre 2019, page 8 et page 9, dans la même note de bas de page. Et même si l'accusation veut vous faire croire que Stanisic donnait des instructions à la JATD, à Kostic et à Kersmanovic en 1994 pour enquêter les crimes survenus à Ilok, et c'est l'élément de preuve donc concernant l'utilisation et non pas de la contribution à quoi que ce soit, et encore moins à la réalisation de l'objectif criminel commun. La stratégie de l'accusation est claire. Elle veut exagérer l'importance de soi-disant associés de l'ADB pour les accuser de façon erronée pour des crimes commis et pour les relier à Stanisic à travers des relations de jurés. C'est très évident pour ce qui est de Kojic. Au paragraphe 199, l'accusation s'appuie sur Bogunovic, ministre de l'Intérieur d'époque de la SBSO, pour établir que le ministre de la Défense de la SBSO a coordonné, c'est-à-dire Kojic, coordonnait les activités de la TO de la SBSO avec la JNA. Mais ces moyens de preuve sont tirés du contexte. Bogunovic a dit cela, mais 2 lignes plus tard, au compte rendu 60-25, il dit, je cite, Kojic ne pouvait rien faire sans connaissance de la JNA, rien ne pouvait être fait sans l'approbation de la JNA. Il n'avait pas non plus sur l'influence sur les opérations quotidiennes, il n'avait pas non plus d'autorité de donner des instructions sur les membres à des membres de la TO sur le temps. Fin des citations. Ensuite, il continue et confirme que Kojic n'a joué aucun rôle à l'époque pour ce qui est de la distribution des armes provenant de la JNA. La JNA a fait cela. Ce contexte essentiel a été tout simplement omis du mémoire en clôture de l'accusation. En d'autres termes, malgré le témoignage de Bogunovic qui a été présenté en tant que moyen de preuve concernant l'implication de Stanisic dans les crimes dans la SBSO pendant les opérations de la JNA, les faits montrent autre chose. On se pose la question de savoir que si Stanisic était si puissant, pourquoi Kojic son rôle a été réduit à un rôle symbolique. Si il était vraiment ministre de la Défense, pourquoi Kojic a-t-il été engagé au combat en septembre 1991? Et pourquoi, lorsqu'il a été grièvement blessé, il est parti à Belgrade pour y être hospitalisé, où il a été enregistré comme, je cite, membre de la TO de Vukovar. Fin de citation. C'est la pièce 1D 00312. La logique nous impose le raisonnement suivant. S'il avait été le ministre de la Défense à l'époque, alors il n'aurait pas pu donc jouer un rôle traditionnel de soldat dans une bataille et il n'aurait pas pu être identifié en tant que tel. Le paragraphe 462, l'accusation affirme qu'en 1992, Kostic et Kojic ont été informés des crimes commis, mais ils se sont assurés que la police de la SBSO ne protège pas des non-sermes, ni RFJ 113 ni Dukic, qui est mentionné dans la note de bas de page 1967, ne confirme cette assertion de l'accusation. Il ne confirme que Kojic était en charge de Vukovar et que Kostic était en charge de la Baranja. Alors, ce que
RFJ 13 répondait à la question concernant le rôle. Il a dit, je cite, « Je ne saurais vous dire exactement, je peux vous dire comment je vois cela, mais je ne suis pas tout à fait certain pour ce qui est de leur fonction. » Fin de citation. Le général Wilson, qui a été cité à la note de bas de page 1968, a résumé le problème auquel étaient probablement confrontés Kostic et Kojic et qui que ce soit d'autre qui essayaient d'agir de façon légitime après que le plan de vente a été signé. Il a dit, je cite, « La police spéciale était la raison principale. Le problème principal pour ce qui est des crimes et du noyautage ethnique dans les zones protégées des Nations Unies, puisque ces crimes ont été principalement commis par les membres de l'SSC. Ils ont harcelé, intimidé des gens, commis des meurtres, ils ont passé les gens au tabac, ils ont volé, violé et ont détruit des biens. Donc en Croatie, il n'y avait pas d'état de droit à l'époque. L'accusation doit faire davantage que de dire qu'il n'y avait pas d'état de droit, il n'y avait pas de moyens de preuve, disant que Kostic et Kojic commandaient ces auteurs de ces crimes et qui ont activement donc œuvré sur la prévention la protection des non-serbes. Donc ce ne sont pas des moyens de preuve. Les rapports de la Fort-Pronu, pièces P00125, 105 et 108, ainsi que les rapports concernant les droits de l'homme, 1240, où il est informé des crimes commis par la police spéciale. Il n'y a pas de... le blâme n'a pas été jeté sur Kojic et Kostic pour cela, bien que Kostic et Kojic aient œuvré jour et nuit pour protéger des non-serbes. Le problème, c'était Martic, Hadjic et la JNA. Donc, ils ont exagéré l'importance de Kojic et de Kostic. Ils les ont accusés de façon erronée d'avoir commis des crimes. Donc, en faisant cela, l'accusation a finalement attribué ces crimes à Stanisic, mais non pas par établissant des instructions ou des ordres donnés par Stanisic ou par un établissement en lien avec les crimes commis dans la SBSO pour réaliser l'objectif criminel commun, mais en présentant donc une histoire imaginée. Je n'ai le temps que pour un exemple à titre d'illustration. L'accusation au paragraphe 98, la note de bas de page 412, a dit que Stanisic, je cite, ça a travaillé activement pour que Kostic et Kojic retiennent leur position élevée dans la RSK. Fin de citation. Ils essayent de donc corroborer l'allégation au paragraphe 99, note de bas de page 415, suggérant que Stanisic aurait intervenu pour prévenir Prijic de démis-conscient de Kostic de ses fonctions de l'assistant du ministre de l'Intérieur. P3819 ne confirme pas que Stanisic était intervenu. C'est seulement le rapport qui a été envoyé à Stanisic. Pour ce qui est de la diapositive 20, ils disent, pour corroborer cette allégation, que OFS 15 a dit le 3 décembre 2019 à la page 36 à 40, qui fait référence à la pièce P3818. Mais il n'y a pas de moyen de preuve corroborant l'allégation que Stanisic était intervenu. Donc l'accusation a posé la question aux témoins sur la base de cela, mais il ne savait pas que Kostic était l'homme de Stanisic. Donc ce témoin n'a pas confirmé que Kostic était l'homme de Stanisic. Il n'a pas confirmé non plus que Stanisic était intervenu ou avait la raison d'intervenir ou l'autorité d'intervenir. Pour ce qui est du témoignage à la page 62, je cite, les deux, Kostic et Kojic, ont toujours nié qu'ils étaient employés du MOVE de la Serbie et non plus de l'ADB. Fin de citation. Il y a d'autres moyens de preuve et cités dans la note de bas de page 415 où d'autres témoignages ne montrent pas non plus l'intervention de Stanisic.
En d'autres termes, OFS 15 ne savait pas que ni l'un ni l'autre avait été en contact avec Stanisic et ne savait pas qu'il avait contribué à la réalisation des objectifs de Martic et de Hadjic. J'espère que nous avons montré cela clairement, bien que l'utilisation de la part de l'accusation des moyens de preuve dans leur mémoire, qui de prime abord peuvent être considérés comme des moyens de preuve, disant que Stanisic avait réellement utilisé Koic et Kostic, etc., et d'autres associés, Orlovic, Rajic, Ratchapajic, il faut prouver qu'il a contribué à la réalisation de l'objectif de la création de la Grande Serbie. Il faut qu'il prouve cela. Pour ce qui est d'Orlovic, dans le dossier personnel de l'ADB serbe, P00270, il a rejoint les rangs de l'ADB serbe le 1er septembre 1992 après avoir été démis de ses fonctions de l'assistant du ministère de l'Intérieur de la RSK lorsque Martic a annoncé donc sa suspension de l'ADB de Krajina. Comme on a déjà dit, Orlovic, dont un soi-disant associé de l'ADB, a été démis de ses fonctions puisque Martic considérait que Orlovic le contournait pour faire des rapports à Stanisic. Vous pouvez voir cela dans certains des rapports. Par exemple, le rapport de Nielsen au paragraphe 469. En d'autres termes, il a peut-être engagé, l'engagé pour réaliser ses objectifs, mais d'après Martic, ce n'était pas le cas. Au paragraphe 332 et 372 de l'annexa de mémoire de l'accusation, on peut lire qu'ils ont tendu une embuscade à l'accusé en disant que les associés de l'ADB étaient Miloš Pajic, Ivkovic et Dragan Lazic, qui, par le biais de l'ADB de Krajina, prétendument contrôlé par Stanisic, contrôlaient les événements sur le terrain. L'accusation n'a pas parlé à temps utile de ces allégations et donc il faut les rejeter. En tout cas, l'accusation s'appuie principalement sur une interprétation partielle du témoignage de RFJ 113 qui a dit qu'il savait que ces individus travaillaient pour l'ADB parce qu'il leur parlait beaucoup et pendant ces conversations, ils lui ont dit ce qu'ils faisaient. Fin de citation. Donc, que des assertions, des affirmations. Pourtant, dans la diapositive, dans l'annexe 20 de notre mémoire en clôture, nous parlons de l'incohérence dans le témoignage du témoin RFJ 113. Donc, c'est la diapositive 21. Le témoin et l'accusation ignore les témoignages de ce témoin dans le contre-interrogatoire où il a admis en fait qu'il ne savait pas quelles étaient les relations de ces personnes avec l'ADB. Il était peut-être des contacts, des opérationnels ou d'autres sources utilisées par l'ADB serbe de façon ordinaire dans le cours de leurs activités. Dans le dossier personnel de Momčilović, aux pages 39, 42, 47 et 50, concernant le fonds du capitaine Dragan, il y est dit qu'il travaillait pour l'ADB de Serbie, mais également pour le SUB de Glina à partir de 1991. Monsieur le juge, il n'est pas suffisant que l'accusation tout simplement affirme cela. Il ne suffit pas de prouver le critère de l'utilisation. Même si Momčilović avait travaillé en même temps pour le SUB de la Krajina et pour l'ADB de Serbie, cela ne veut pas dire qu'il a été utilisé pour réaliser l'objectif criminel commun. Et c'est à notre diapositive 22. C'est P03015. Le témoin en mars 1986, Momčilović a confirmé que son détachement de la police à Glina a apporté de façon volontaire de l'aide au MUP basé à Knin et même à Belgrade. Ils sont restés subordonnés au ministre de l'Intérieur de la Krajina. Nous n'avons pas le temps pour parler de Šarac Gavrilović et Šarac et Pokrajac.
Mais il faut que j'apporte une correction. Dans notre mémoire clôture, nous avons mentionné de façon erronée Pokrayats en tant que associé de l'ADB. Mais en fait, comme les moyens de preuve montrent clairement, il donc opérait avec le MUP de la Serbie, non pas avec l'ADB. En tout cas, l'accusation continue à ne pas appliquer le critère et interprète de façon erronée les moyens de preuve. Je pense qu'il faut se concentrer sur les allégations spécifiques par rapport à l'utilisation par Stanisic des individus pour réaliser l'objectif criminel commun et non pas pour collecter des renseignements. Paragraphe 20 du mémoire de l'accusation, on voit l'allégation selon laquelle Stanisic a envoyé Simatovic en mars 1991 pour établir donc le train d'entraînement de la DB serbe à Golubic dans l'ISAO de Krajina. Fin de citation. Ils ont essayé de corroborer cette affirmation au paragraphe 44 de leur mémoire en clôture en disant ceci, je cite, en tant que subordonné de Simatovic a exécuté les ordres de Stanisic et il n'avait pas l'autorisation d'agir sans l'approbation de Stanisic. Fin de citation. Encore une fois, il s'agit des allégations concernant l'autorité de jurer qui ne sont pas donc fondées. Peut-être que au début il s'agissait des arguments, peut-être qu'il s'agit des arguments en germe, mais il ne s'agit pas de vrais arguments. Il n'y a aucun sens de dire que Stanisic était au courant de tout, contrôlait tout, et que personne de l'ADB ne pouvait rien faire sans son autorisation. Cela est ridicule. L'accusation s'attend à ce que son statut de juré prouve tout. Pourtant, l'accusation ne s'efforce pas d'établir quelles étaient de vraies relations de travail entre de différentes personnes, puisque c'est très important concernant les événements survenus en avril et jusqu'en août 1991 en Croatie par rapport à Simatovic. Les moyens de preuve concernant l'existence d'une relation de facto s'appuient sur le témoignage de Babic et de RFJ 176. Babic a dit à la pièce P 1246, page de compte rendu 1318, que, je cite, il a compris que Stanisic était le supérieur par rapport à ceux de fin de citation. RFJ 166, au paragraphe 57 de la pièce 00202, a dit que il a entendu dire d'autres personnes, Orlovic, Martic et Pokrajac, que Simatovic était le droit de Stanisic. Et pour ce qui est des connaissances du témoin RFJ 6066, cela nous dit beaucoup pour ce qui est de la thèse de l'accusation et également ce qu'il a dit à la pièce 1D00021, page de compte rendu 73-44. Il a dit, je cite, Martic n'a jamais développé cela, il n'a jamais parlé de détails. Fin de citation. Cela ne suffit-il pas? Cela n'est pas suffisamment parlant. Le seul moyen de preuve présenté par ce témoin concernant les relations entre les deux accusés sont des hypothèses sans détails concernant leurs actes, leur conduite ou mensera. Comme on a déjà dit, la commission concernant la trahison de Janušković et Bogunović a travaillé entre l'avril et le juillet 1991 et nous demandons à la Chambre d'examiner attentivement tous les documents sous-jacents concernant cela. L'application refuse tout le temps de donc se pencher sur les questions importantes. Et une de ces questions importantes, la question de savoir et de dire que Stanisic donc ne exerçait pas toutes ses fonctions de travail. Cela nous dit beaucoup des fonctions de Stanisic, de l'autorité, de son commandement, de sa relation avec Simatovic, de son relation avec le capitaine Dragan, avec Martic, comme cela est souligné au paragraphe 547 concernant la chaîne de commandement de jurés. Et le fait qu'il y avait cette chaîne de commandement de jurés
dans le cadre duquel Janachkovic et Bogdanovic étaient des supérieurs de fait de Stanisic, cette chaîne de fonctionnement fonctionnait de fait également. Dans la diapositive 23, on peut voir qu'il a demandé l'autorisation pour aider le Supaknin pour établir les communications radio. Cela également, on peut voir cela dans la conversation interposée entre Karadzic et Stanisic du 6 janvier 1992, presque une année plus tard. Ce qui s'appliquait à Bogdanovic s'appliquait à Sokolovic également, qui donc a la succédé. C'est lui qui prenait des décisions et non pas le Stanisic, comme l'accusation donc dit à la diapositive 24. Stanisic était inspecteur supérieur et chef de la section du centre de Belgrade du 12e département. Et nous pouvons voir dans la diapositive 24 que le chef du service Lekovic était le supérieur direct de Simatovic. Et Lekovic donc répondait au chef du service Janackovic. En d'autres termes, Stanisic n'était pas subordonné à ne faisait pas partie de cette chaîne de subordination, même pas de juré. Et nous savons que Stanisic n'a pas contourné l'autorité de Janackovic et de Bogdanovic. Ceci a été confirmé par Kertész au cours de la conversation qu'il a eue avec Karadzic et Kertész le 24 juin 1991. Stanisic avait les mains liées et il n'aurait pas laissé Stanisic avoir quoi que ce soit à faire avec l'armement. Nous avons une autre conversation interceptée qui a eu lieu 3 semaines plus tard, le 9 juillet 1991, dans laquelle Karadzic parle du progrès de l'armement et de l'équipement des Serbes de la Krajina. Et donc, cette conversation interceptée confirme ce que je viens de dire. Donc, si Stanisic avait les mains liées, comment ça se fait qu'il n'avait pas les mains liées quand il s'agissait de son activité principale? D'après les procureurs, il s'agirait là de la création du camp d'entraînement de Golubic. Ceci ne fait aucun sens. De plus, si Stanisic avait utilisé Simatovic de la sorte, eh bien, il ne faudrait pas que l'on doive deviner à quelle fin il l'a fait. Stanisic a fait un rapport au mois d'avril 1991. Il s'agissait là d'un message confidentiel envoyé à ses boss. Il a dit donc que les hommes de DB, Simatovic, Radonic et Fischer, étaient présents dans la Krajina pour que l'ADB puisse recevoir toutes les informations de cette zone engagée de la façon la plus efficace possible. Pourquoi voulez-vous que Stanisic le dise dans un rapport alors qu'il ne faisait pas cela, mais il était en train d'entraîner les forces à Golubic? Il devait le faire en recevant les ordres de Bogdanovic. Mais nous ne savons pas quelle est la position du procureur à ce sujet, puisque le procureur a choisi de ne rien dire à ce sujet. Et donc, la stratégie est très claire. Ignorer tous les moyens des charges et donner une force supérieure aux moyens à charge. On le voit dans le paragraphe 49 de leur mémoire préalable au procès et aussi dans le paragraphe 49 du mémoire en clôture. Il se base sur le témoin RFJ 066 pour dire que 200 à 250 hommes étaient présents à Golubic pour y entraîner des centaines d'hommes. Mais si on regarde ce qui figure dans les mémoires en clôture, dans le paragraphe 270, eh bien, ils disent qu'à peu près 3 à 5 000 hommes ont été entraînés à Golubic. C'est très important de savoir de quelle façon on va utiliser les auteurs principaux. Tout d'abord, dans Korenica, je dois dire qu'il n'y avait aucune base d'entraînement. Et les procureurs le savent très bien. Peu importe ce qu'ils disent dans les paragraphes 278. Tönens et Nielsen l'ont confirmé. On le voit bien dans le transparent 26. Au mieux, il y avait un camp de la DB qui se trouvait
à Korenica pour accueillir pièce P25, paragraphe 23. Donc, le témoin était un commandant de la TO. Et on peut dire exactement la même chose du témoin RFJ 137 qui a déposé le 19 juillet 2017 à la page 41 du compte-rendu d'audience. Les deux étaient d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de centre d'entraînement à Korenica. On le voit très bien dans la diapositive 27. La thèse du procureur est très bien résumée par le témoin du procureur RFJ 130. Quand on a posé la question à savoir si Stanisic avait organisé ou bien s'il avait dirigé les camps à Korenica, il a dit « Mais pourquoi voulez-vous qu'un chef de la sûreté de l'État soit le chef d'un centre d'entraînement ?» Eh bien, ceci correspondrait à un ministre qui est nommé chef de cuisine. Et c'est exactement ce genre de sens commun, du bon sens qu'il nous faut. Pas des allégations fantaisistes en disant que Stanisic remplaçait la JNA, la TO de la Krajina et le MUP pour créer de camps d'entraînement. Il en va de même pour les allégations disant qu'il y avait des camps d'entraînement à Chamarița, à Tikveș et en Croatie. Ces allégations sont là pour corroborer les affirmations concernant un réseau de camps en Croatie. Mais il est clair que ce réseau n'existait pas. Eh bien, nous le disons dans l'annexe 2 de notre mémoire concernant les discours d'Ankula. Il n'y a aucune preuve à l'appui pour dire que Stanisic avait créé un tel camp. Même dans son rapport d'expert, Tönens fait une note de page vide pour qu'on insère une preuve. Il n'a trouvé aucune preuve à l'appui. En ce qui concerne donc les affirmations du procureur au niveau des paragraphes 277 et 279, eh bien tout simplement il n'y a pas de preuve à l'appui de ces affirmations. Comme nous l'avons dit dans nos paragraphes 804 à 805 de notre mémoire, eh bien, il n'y avait aucun réseau alternatif des camps d'entraînement d'hommes en Croatie qui impliquait l'ADB. Et ceci s'applique aussi à Bubanj Potok et à d'autres camps de l'armée qui entraînaient les hommes. Le procureur exagère les activités et suppose que l'accusé était coupable quand il parle de Lejimir et de Paisoš. C'est une importante partie de la thèse du procureur. Donc c'est important pour nous aussi. D'après le paragraphe 54 du mémoire préalable du procureur, les accusés ont grandement contribué à l'entreprise criminelle commune justement à partir de ces bases-là, en armant, entraînant et équipant toute une myriade de forces serbes, en déployant leurs unités dans les opérations de nettoyage ethnique à travers la Croatie et la Bosnie. Donc là, c'est un aspect très important de cette contribution substantielle de Stanisic dans l'entreprise criminelle commune. Donc, en dépit de la déformation du copier-coller, etc., le procureur n'a pas prouvé ces affirmations. Non seulement il n'a pas arrivé à prouver ou à faire valoir qu'il y avait des centres de la DB qui opéraient en tant que centre d'entraînement, mais il n'a aussi pas réussi à faire valoir qu'il existait un quelconque rapport avec ces localités. Pour l'instant, je ne parle que de la Croatie. Je vais parler de la Bosnie plus tard, alors que c'était
vraiment les moins qu'il était obligé de faire. Donc, regardons tout d'abord les gémir. Donc, le procureur dit au niveau du paragraphe 280 de son mémoire que des hommes de la Bosnie et de la Serbie avaient été transportés à l'Égémir par les chauffeurs de la DB. Là, il cite les témoins RFJ 137 dans la note de bas de page 1211. Ici, on ne parle que de 5 à 7 hommes qui ne font pas partie de l'unité information. De plus, le procureur exclut d'autres preuves probantes. Par exemple, à la page 45 de sa déposition du 19 juillet 2017, le même témoin a dit que il a été présent sur le terrain entre le mois de septembre 91 et le mois de janvier 92, eh bien, que pendant cette période, personne n'a quitté l'unité information pour se rendre ailleurs. De plus, ce même témoin dit le 19 juillet 2017, à la page 33 du compte rendu d'audience, que l'entraînement visait à former l'unité à des futures opérations antiterroristes. Et les juges de la Chambre vont très bien comprendre qu'une des opérations allait exactement dans ce sens-là. De façon similaire, les revendications du procureur au niveau du paragraphe 282 tient à dire que certaines personnes entraînées sont revenues dans leur ville, dans leur village, pour en mobiliser d'autres. Mais là, le procureur oublie de mentionner que le témoin RFJ 137 avait dit dans la pièce P280, page 7, qu'elle ne savait pas pourquoi ces personnes entraînées partaient, qui les avait contrôlées après cela. Après cela, le procureur, dans son mémoire en clôture, continue à déformer les faits. Il dit dans le paragraphe 282 que les personnes entraînées à l'Égémir étaient déployées dans l'unité sous le commandement de l'accusé en participant dans les opérations de nettoyage ethnique de l'autre côté de la frontière de la SAO-SB-SO, y compris dans Bilje, Babska, Ilok, Šarengrad et Tikveš et sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Eh bien, à titre préliminaire, aucune des preuves qui figure dans la note de bas de page 1220 ne étaye cette affirmation, à savoir que ces déploiements se sont déroulés sous le commandement de l'accusé. Dans cette note de bas de page, on parle du commandement après le démantèlement de l'unité information. On le voit dans la diapositive 29, il ne faut pas la montrer dans le public. Eh bien, quand on parle de cette unité information qui était active à Babski, Šarengrad et Ilok, eh bien, le procureur s'appuie essentiellement sur les dires du témoin RFJ 137. Mais le témoin a dit clairement dans la pièce P281 à la page 9, on était 28 et on opérait en tant qu'une unité active sur le territoire de la Slavonie orientale en septembre 91. Je ne me souviens pas exactement où, mais c'était soit à Babska, Ilok ou Šarengrad. On le voit très bien dans la diapositive 30. La seule preuve fournie par les procureurs vient des fichiers du personnel. Mais tout cela confirme ce qu'a dit les témoins RFJ 137, à savoir que l'unité n'a pris part qu'à une seule opération. Le procureur dit dans les paragraphes 438 et 758 de son mémoire en clôture que l'unité information a participé à l'incendie des maisons croates
donc au cours d'une opération de la JNA à Babska. Eh bien, là, il s'agit vraiment d'une déformation flagrante de preuves. En ce qui concerne cette affirmation, à savoir que l'unité avait capturé avec succès les villages et l'installation à Paizoche, eh bien, ce que nous donne comme preuve à l'appui, c'est la note bas de page 1864, et cette note ne le confirme pas. Les témoins au paragraphe 70 de la pièce P245 dit que cette opération était un fiasco total, que l'unité a subi une attaque au flanc et que la JNA a refusé de faire quoi que ce soit. En plus, à la page du compte rendu 62, le 18 juillet 2017, il dit qu'aucun des accusés n'a donné l'ordre de participer à cette opération. Au paragraphe 758, on dit que les membres de l'unité ont été déployés avec la JNA à Babska, là où des maisons croates ont été brûlées. Les procureurs s'appuient sur une seule pièce, P487, qui décrit l'ultimatum émis par la JNA à Babska au mois de septembre 91, à la page 7, où on dit que les Tchétniks avaient détruit les maisons le 7 octobre 91. Mais rien ne dit que l'unité avait participé à l'opération ou que les membres de cette unité avaient commis des crimes. On trouve différents détails au sujet de l'opération, mais le procureur choisit de les ignorer. Par exemple, nous avons le témoin RFJ 137 au cours du premier procès. Il s'agit là de la pièce D212 qui dit que les civils n'étaient pas présents. Donc, les procureurs je dois poser une question rhétorique. Si le procureur doit défendre sa cause par rapport à une partie aussi cruciale de sa thèse, eh bien, qu'est-ce que cela nous dit de la qualité de ses preuves? Et maintenant, Paizoche. Au niveau du paragraphe 285, le procureur dit qu'à Paizoche se trouvaient les unités et les instructeurs qui ont entraîner les recrues de la Serbie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, y compris les membres venus de SHID, de la SAO-SB-SO, Skelaniteo, la police de la Krajina, les membres de la DB de Banja Luka, les Serbes du cru de Bosanski Shamac, les recrues de Zvornik et les autres. Eh bien, monsieur le juge, vous devez les comprendre. Là, il s'agit des affirmations qui ne sont absolument pas étayées. On les voit bien à la diapositive 32. Nous avons deux catégories de personnes. Donc, nous avons les gens que l'on a entraînés pour qu'ils fassent partie de l'unité information, et puis une poignée d'hommes qui étaient externes à l'unité information. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Donc, plutôt que de renforcer la thèse de l'ECC concernant l'entraînement et le déploiement, eh bien, ces chiffres, ces nombres détruisent complètement la thèse du procureur. Les preuves fournies n'étaient pas la thèse du procureur. Je ne veux pas répéter ce que vous voyez ici sur la diapositive, mais vous avez déjà vu que le procureur désespère de gonfler les preuves. Les membres de la Théo de Chid, eh bien, là, il s'agit que d'un seul homme qui espérait joindre l'unité information. On a parlé de la police de la Krajina, mais là aussi, il ne s'agissait que d'un seul homme qui avait exactement les mêmes ambitions. Donc on le voit bien ici dans ce transparent, dans cette diapositive. Même si ces gens de l'extérieur avaient été entraînés à Paidoche, alors que ceci n'a pas été prouvé du tout, eh bien la somme totale des hommes
faisant partie de ce prétendu camp de paramilitaires de la DB ne dépassait pas le nombre de 79. Et là, il ne s'agit pas seulement de nombre. La thèse du procureur concernant Lejimir et Paisoch est vraiment dans la racine de leur thèse. Nous en parlons dans nos paragraphes 748 et 749. Il n'y a aucune preuve que les membres de la JNA et de la TOSBSO ont utilisé ces camps. Et puis, je vais vous donner des preuves du contraire. Par exemple, RJS 8, qui était membre du PJM du MUP serbe, a avoué que la sécurité publique serbe était responsable de l'entraînement d'à peu près 2000 hommes dans la Slavonie orientale. Et ne parlons même pas du nombre du nombre de personnes formées par la JNA à Buban et à Potok. Le procureur parle dans le point 285 de Debeli et Lugar. Il dit qu'il s'est trouvé à Bosanski Shamac. Il dit que les membres de la 63e brigade des parachutistes de la JNA avaient été déployés à Podrinje au cours de cette campagne de la terre brûlée. Il dit que Milan Lukic et ses paramilitaires avaient été déployés à Rudo et à Visegrad, et tout cela en partant de ce camp d'entraînement. Tout cela est tout simplement faux. Le procureur essaye de construire une thèse alors qu'il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve que les membres de la 63e brigade de parachutistes ou Milan Lukic avaient été engagés par les accusés. Il n'y a pas de preuve qu'un certain homme, Mirkovic, de la 63e brigade, avait participé dans la campagne de la terre brûlée, et on le voit bien dans la pièce à conviction P2570. Le procureur n'a pas le droit d'accuser publiquement un homme pour de tels crimes alors qu'il n'a aucune preuve à l'appui. Entre 1914 et 1995, pendant que la DB était présente à Paisoch en train de défendre les Serbes qui risquaient d'être complètement ethniquement nettoyés du territoire de la SBSO, ceci a été expliqué au niveau du 1631 et 1634, eh bien, les seules preuves du déploiement de la 2B dans les camps de Paisoch concernent les hommes déployés dans Bosanski Shamac en printemps 92. Eh bien, maintenant, je vais parler de la Bosnie, mais maintenant, je me demande si le moment n'est pas venu pour prendre la pause. Oui, nous allons continuer à travailler dans une heure.